Techer. Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour entendre M. Techer soutenir sa thèse de doctorat devant l'Université de Nantes et qui s'intitule Impact de la colère sur l'attention, les traitements de l'information et la performance en conduite. Alors, je vous présente votre jury. Donc, vous avez deux rapporteurs. Vous avez d'abord M. Serge Baudry, qui est habilité à diriger la recherche chez Continental France. Vous avez également Céline Lemercier, qui est professeure de psychologie cognitive et ergonomie à l'Université de Toulouse. Donc, je vais donner d'abord la parole à vos rapporteurs qui vont poser des questions pendant 25 minutes. Puis, vous avez Anne Guillaume, qui est directrice du laboratoire d'accidentologie et biomécanique. Vous avez également Emmanuel Lagarde, qui est directeur de recherche en épidémiologie à l'INSERM. Et puis vous avez également donc, votre directeur de thèse, Yves Corson, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Nantes. Votre co-encadrant, qui est Christophe Jallet, est ici de l'USTAR, donc Alexandra, qui vous co-encadre, n'est pas là pour des raisons que l'on connaît très bien. Et puis je me présente également, Georges Miquel, professeur de neuropsychologie cognitive clinique expérimentale à l'Université de Lyon, et je vais être votre président du jury. Alors, je vous donne 35 minutes pour nous présenter votre travail, et par la suite, nous allons lancer les questions. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vous présente donc aujourd'hui mon travail de thèse qui visait à étudier l'impact de la colère sur l'attention et les performances de conduite. Donc, comme ça a été dit, c'est une thèse qui a été réalisée ici au laboratoire Lescaut de l'IFSTAR, encadrée par Christophe Jallet et Alexandra Faure, et qui a été dirigée par professeur Yves Corson de l'Université de Nantes. Donc, pour commencer, je vais vous demander un petit effort d'imagination pour bien comprendre le genre de situation qui nous intéresse pour cette thèse. Donc imaginez un matin, vous sortez de chez vous, vous êtes déjà un peu en retard puisque vous avez une réunion importante au travail, et quand vous arrivez sur votre parking, vous vous rendez compte que votre voiture a été totalement abîmée pendant la nuit. Donc à ce moment-là, on peut imaginer à quel point ça peut vous mettre en colère, et bien sûr, donc il est possible que vous soyez plus focalisé sur votre colère que sur ce qui se passe autour de vous dans la route. Et à un moment, il est possible que vous ne voyez pas des véhicules qui freinent brusquement et que cela cause un accident. Donc le genre de situation qui nous a intéressés dans cette thèse, c'était de comprendre en quoi un état de colère peut perturber, enfin en tout cas modifier l'attention en conduite. Au départ, donc avant cette thèse, dans la littérature, nous avions pu voir plusieurs effets de la colère sur la conduite, dont certains peuvent être directement liés à des perturbations au niveau attentionnel. Mais il y avait vraiment très peu d'études sur l'impact de la colère sur l'attention dans une situation de conduite. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vous donnerai à chaque fois, donc je vais vous présenter mes 3 études et je vous donnerai à chaque fois la littérature correspondante à chacune des études. Donc je commencerai par une présentation de la colère ainsi que d'un modèle de l'attention, puis je vous dirai ce que l'on sait sur la colère et l'attention. Je vous présenterai donc ensuite ma première étude plutôt à visée fondamentale qui vise à comprendre l'impact de la colère sur les réseaux attentionnels. Puis je vous présenterai ce que l'on sait sur la colère et la conduite, ainsi que la méthode des potentiels évoqués qui sera utilisée donc pour la deuxième étude, donc sur les potentiels évoqués en conduite. Je terminerai par ma 3e étude qui était la plus appliquée, qui visait à comprendre l'impact de la colère sur le suivi de véhicules et la détection de piétons. Et bien sûr, je terminerai en synthétisant mes résultats. Donc, selon le modèle le plus connu des émotions, donc le modèle du circonflexe de Russell, les émotions peuvent être répertoriées autour de 2 axes principaux. Donc tout d'abord l'axe de la valence qui va de déplaisant à plaisant et l'axe de l'arousal qui va de apaisé à excité. Donc pour cette présentation, je vais garder le terme d'arousal puisque en anglais, il désigne plutôt une excitation psychologique et physiologique, ce qui n'est pas toujours bien traduit dans les traductions françaises. Donc selon ce modèle, la colère, elle se situe ici. C'est une émotion à la fois déplaisante et qui provoque aussi une forte excitation. Selon d'autres modèles, tels que le modèle de l'évaluation de Lazarus, l'émotion émerge de l'interaction entre l'individu et son environnement. C'est-à-dire qu'une situation en elle-même n'est pas forcément génératrice de colère, ça dépend aussi des buts de l'individu. Et notamment, pour qu'il y ait apparition de colère, il faut que les buts de l'individu soient menacés par une source qu'il juge responsable,
Et il faut aussi qu'il sente qu'il ait les capacités de rétablir la situation telle qu'elle devrait être. Donc en cela, on comprend pourquoi le contexte de conduite peut être particulièrement générateur de colère. Je vous présente maintenant le modèle de l'attention qui a été utilisé pour réaliser ma première étude. C'est le modèle des réseaux attentionnels de Posner. Et selon ce modèle, l'attention peut être divisée en 3 fonctions principales qui reposent sur des corrélats neuronaux différenciés et qui utilisent chacun un neurotransmetteur de prédilection. Donc ces 3 fonctions sont l'alerte, qui sert à préparer l'individu à détecter de nouveaux stimuli. Puis il y a l'orientation, qui sert à déplacer le focus attentionnel dans l'espace. Et enfin, le contrôle exécutif, qui sert à discriminer les informations et résoudre les conflits. Donc, à partir de ce modèle, 2 tests ont été créés, qui sont l'Attention Network Test et l'Attention Network Test Interactions. Ce sont des tests qui permettent d'évaluer l'efficacité de ces 3 réseaux attentionnels en partant d'une tâche simple. Donc l'individu doit indiquer si une flèche centrale va vers la droite ou vers la gauche. Cette flèche cible est précédée de différents types de stimuli. Notamment, parfois, il est précédé par une alerte auditive qui sert à évaluer l'efficacité du réseau d'alerte. Il y a ensuite 3 types d'indices d'orientation possibles qui servent à évaluer l'efficacité du réseau d'orientation. Et enfin, la flèche cible peut être entourée de différents types de distracteurs qui servent à évaluer l'efficacité du réseau de contrôle exécutif. Ces 2 tests, l'ANT et la NTI, ont déjà été utilisés dans la littérature pour montrer un impact des émotions sur l'attention, notamment en opposant les émotions selon leur valence. Donc j'ai pu voir dans la littérature que les émotions positives pouvaient plutôt améliorer l'efficacité du réseau d'orientation, alors que des émotions négatives pouvaient améliorer l'alerte et réduire l'efficacité des 2 autres réseaux. Mais cependant, quand on s'intéresse à plusieurs émotions qui sont de même valence, donc notamment des émotions négatives, j'ai pu voir dans la littérature que l'anxiété, la tristesse ou la peur provoquent des réactions différentes sur les réseaux attentionnels. Donc à partir de cela, je me suis dit que la valence en elle-même n'était pas vraiment un bon indicateur qui nous permet de savoir quel impact une émotion pouvait avoir sur les réseaux attentionnels. Donc voilà pourquoi dans ma première étude, je me suis plutôt basé sur la dimension d'arousal. Donc cette première étude visait à utiliser ce test de la NTI pour évaluer l'impact de la colère sur l'attention. Il y avait, avant cette première étude, très peu d'informations concernant l'impact de la colère sur le traitement de stimuli neutres. Or, dans une situation de conduite, la majorité des stimuli dans l'environnement n'ont pas de signification émotionnelle forte pour l'individu. Donc j'ai pensé qu'il était important de commencer cette thèse par une étude fondamentale pour comprendre vraiment l'impact de la colère sur l'attention en dehors d'une situation de conduite. Donc voilà, le but de cette première étude était de comprendre l'impact de la colère sur les 3 réseaux attentionnels. Mon hypothèse a été faite sur la dimension de l'arousal, comme je vous l'ai dit. J'ai supposé que, comme dans la littérature, on voit que l'état de fort arousal peut entraîner une sensibilité accrue à l'environnement, j'ai supposé que la colère allait entraîner une amélioration de l'efficacité du réseau d'alerte. Pour cette étude, j'ai recruté 41 participants qui ont été répartis en 2 groupes, donc colère et contrôle. Les participants du groupe colère ont été induits à l'aide d'un rappel autobiographique. Donc je leur demandais pendant 10 minutes de rappeler par écrit une situation qui les avait mis particulièrement en colère. Et les participants du groupe contrôle écoutaient une musique relaxante pendant 10 minutes. Les participants ont ensuite évalué leur humeur à l'aide de 2 questionnaires. Le Brief Mood Introspection Scale, qui a servi à obtenir un score de valence de colère, et l'Affect Grid, qui a servi à obtenir un score d'arousal. Bien sûr, j'ai récolté les temps de réponse pour la NTI. Donc voici à quoi ressemble cette tâche de la NTI. Donc ce qui est important à noter, c'est que les participants devaient indiquer la direction de la flèche centrale en gardant bien les yeux sur la croix de fixation. Donc les participants des 2 groupes commençaient avec un entraînement de 20 essais de la NTI, puis ils complétaient une première fois les questionnaires de mesure de l'humeur, donc avant induction, ce que j'appellerai à chaque fois moment 1. Puis ils effectuaient la procédure d'induction correspondante à leur groupe. Ils remplissaient une 2e fois les questionnaires de mesure de l'humeur au moment 2, et ils terminaient par la NTI, donc 144 essais de la NTI.
En ce qui concerne l'induction d'humeur, j'ai pu voir que pour les scores de valence de colère et pour les scores d'arousal, les participants du groupe colère ont eu au moment 2 des scores plus élevés que les participants du groupe contrôle. En ce qui concerne l'impact de la colère sur les réseaux attentionnels, donc je n'ai pas vu d'effets significatifs concernant l'orientation ou le contrôle exécutif, mais j'ai pu voir que la colère pouvait avoir un effet sur l'alerte. C'est-à-dire que les participants du groupe colère semblent tirer un plus grand bénéfice d'une alerte auditive que les participants du groupe contrôle. Et en cela, donc, j'ai considéré que mes hypothèses avaient été appuyées par mes résultats, qui montrent que la colère peut améliorer l'efficacité du réseau d'alerte. Pour essayer de comprendre un peu d'où pouvait venir cet effet, j'ai regardé un peu dans la littérature, et j'ai vu que les structures cérébrales qui sont impliquées dans la gestion du niveau d'arousal sont en partie les mêmes que les structures qui sont impliquées dans la gestion de l'alerte. Et ces deux types de structures cérébrales ont en commun qu'elles utilisent comme neurotransmetteur principal la noradrénaline. Et par ailleurs, j'ai pu voir qu'un fort niveau de colère ou d'irritabilité était associé à un fort taux de noradrénaline. Donc voilà ce qui pourrait peut-être expliquer notre effet, mais bien sûr ça nécessite d'autres études pour confirmer ces résultats. Les résultats de cette étude ont été présentés dans la revue Emotion. Donc, à la fin de cette première étude, nous avons pu voir un effet de la colère sur l'alerte, et notamment une amélioration de l'efficacité du réseau d'alerte qui pourrait être utile dans une situation de conduite. Donc pour ma deuxième étude, j'ai voulu étudier l'impact de la colère sur le traitement d'une alerte auditive et sur le traitement d'informations précédées par une alerte auditive. C'est ce que j'ai fait donc pour ma deuxième étude, qui, cette fois-ci, était dans une situation de conduite. Donc, je vous présente rapidement ce que l'on sait sur la colère et la conduite. Donc, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que la colère va entraîner 3 types d'effets principaux. Donc, tout d'abord, elle peut pousser les individus à exprimer leur colère par des moyens verbaux ou comportementaux. Mais la colère peut aussi impacter le style de conduite en entraînant un plus grand nombre d'infractions au code de la route, une prise de risque plus élevée et un plus mauvais contrôle du véhicule. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la colère peut aussi avoir un impact sur l'attention, notamment parce qu'elle va pousser les individus à ruminer la situation qui a généré la colère. Donc elle va créer des pensées distractives. Mais donc, il y a d'autres études qui montrent aussi que certaines modifications comportementales, telles qu'une vitesse excessive, peuvent être directement liées à une mauvaise perception, une mauvaise conscience de la situation. Donc ces différentes modifications attentionnelles peuvent intervenir à différentes étapes du traitement de l'information. Et c'est pour ça que dans cette étude, j'ai décidé d'utiliser la méthode des potentiels évoqués pour répondre à la question donc de savoir à quelle étape du traitement de l'information la colère pouvait avoir un impact. Donc cette méthode, elle repose sur l'idée que tout événement perceptuel, cognitif ou moteur va entraîner une activation spécifique du cerveau. Mais lorsqu'on mesure l'activité électrique cérébrale en continu, il n'est pas toujours possible de se rendre compte des modifications provoquées par le traitement d'un stimulus précis. Donc pour filtrer le bruit, on va dire le bruit de fond, il est possible de présenter plusieurs fois le même stimulus afin de moyenner le signal qui est juste après le traitement de ce stimulus, ce qui permet à la fin d'obtenir donc la courbe de potentiel évoqué, qui représente l'activité spécifique liée au traitement de ce stimulus cible. Donc ce potentiel évoqué, donc on voit la courbe ici, peut être décomposé en différentes composantes, notamment les composantes précoces telles que la N1 reflètent principalement l'étape du traitement sensoriel de l'information, alors que les composantes plus tardives telles que la P3 reflètent principalement l'étape cognitive du traitement de l'information. Donc la majorité de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'impact des émotions sur les potentiels évoqués vient d'études qui ont utilisé des stimuli émotionnellement connotés. Donc nous avons pu voir notamment que l'effet de la valence était rarement observé sur les potentiels évoqués, mais par contre, lorsque les individus traitent une information associée à un fort arousal, ça va augmenter l'amplitude des composantes tardives telles que la P3. Mais par ailleurs, je n'ai pas vu dans la littérature de connaissances concernant l'impact d'un état de colère sur le traitement de stimuli neutres mesurés à l'aide des potentiels évoqués.
Mes hypothèses pour cette étude reposaient sur deux résultats principaux, notamment sur une étude qui a montré que lorsque on recueille les potentiels évoqués d'individus qui sont en train d'effectuer la tâche d'ANTI, les amplitudes des N1 étaient plus élevées suite au traitement d'informations qui sont précédées par l'alerte auditive. Donc, sachant que la colère pouvait entraîner une augmentation de l'effet d'alerte, j'ai supposé qu'elle pourrait entraîner une augmentation de l'amplitude des N1 auditive et visuelle, ainsi que des réponses plus rapides suite à une alerte auditive. En ce qui concerne maintenant les composantes tardives, comme je vous l'ai dit, les stimuli associés à un fort arousol peuvent entraîner une augmentation de l'amplitude de la P3. Donc j'ai supposé qu'un état de colère, donc un état de fort arousol, pourrait entraîner le même type de résultat. Pour cette étude, cependant, il nous fallait un protocole de conduite qui soit compatible avec la méthode des potentiels évoqués. Notamment, il fallait que ce soit une situation de conduite qui nécessite peu d'activité motrice. Mais il fallait cependant que cette tâche soit sensible à des modifications attentionnelles. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la tâche de suivi de moto développée par Bueno et collaborateurs, qui a servi à la base à montrer l'impact d'une distraction sur les potentiels évoqués durant une tâche de conduite. Cette tâche consistait à garder le pied enfoncé sur la pédale d'accélérateur, puis de relever le pied le plus vite possible dès lors que les participants voyaient que la moto freinait, c'est-à-dire dès lors qu'ils voyaient l'apparition des feux stop. Donc voici comment se découpait un essai pour cette tâche. Donc, notamment, nous avons un peu adapté cette tâche pour reproduire les conditions d'alerte de la NTI, c'est-à-dire que nous avons gardé un type d'alerte auditive comparable et nous avons aussi gardé le même délai de 500 millisecondes entre l'alerte et l'apparition de la cible. Mais ce n'était pas possible vraiment de garder la structure originale de ces deux tâches, donc de la NTI ou de la tâche de suivi de moto développée par Bueno et collaborateurs, puisqu'il y avait plusieurs contraintes. Notamment, il fallait que la durée totale du scénario soit compatible avec la méthode d'induction d'humeur. C'est-à-dire que dans la littérature, on voit généralement qu'au bout de 14 ou 15 minutes, l'état émotionnel induit revient en fait à son niveau initial. Donc nous avons inclus 90 essais pour garder une durée de conduite inférieure à 14 minutes. Cependant, il fallait aussi qu'il y ait un nombre de répétitions suffisantes pour pouvoir recueillir des potentiels évoqués de bonne qualité. Donc ce n'était pas forcément possible de garder 50% des essais avec alerte et 50% des essais sans alerte comme dans la NTI. Ce qui fait que j'ai décidé de modifier la fréquence d'alerte pour la passer à 80% d'essais avec alerte. Donc ainsi, nous avons calculé uniquement les potentiels évoqués sur les 80% d'essais avec alerte, ce qui permettait d'en avoir suffisamment pour avoir des potentiels évoqués de bonne qualité. Mais ainsi, donc, ce qui nous intéressait, c'était plutôt l'impact de la colère sur le traitement d'une alerte auditive ou d'informations précédées par une alerte, plutôt que vraiment l'impact de la colère sur un effet d'alerte. Voici la tâche complétée par les participants pour cette deuxième étude. Donc, ce qui est à noter, c'est que les participants devaient conduire sur une route de campagne qui était totalement droite, ce qui permettait de limiter à la base l'activité motrice. Donc pour cette étude, j'ai recruté 33 participants qui venaient lors de 2 sessions. Lors de la session de colère, ils étaient induits à l'aide du rappel autobiographique, et lors de la session contrôle, ils ne subissaient pas d'induction. C'est-à-dire que dans les faits, ils remplissaient pendant 10 minutes des questionnaires sur leurs habitudes de conduite. Puis nous avons recueilli les N1 visuelles et auditives ainsi que les P3. Et en termes de comportement, j'ai pu mesurer la vitesse de réaction, la distance intervéhiculaire et les variations latérales. Les participants, encore une fois, ont évalué leur humeur à l'aide du questionnaire de Brief Mood Introspection Scale, qui a servi pour obtenir une valence de colère et un score d'arousol. Et les participants devaient compléter aussi un petit questionnaire sur la nature de leurs pensées distractives, donc indiquer s'ils avaient pensé à autre chose pendant la conduite, et si oui, est-ce que ces pensées étaient plutôt orientées vers le passé, vers le présent ou vers le futur. Les participants, comme je vous l'ai dit, venaient lors de 2 sessions, donc c'était une étude menée en intra-sujet, ce qui est presque obligatoire pour les potentiels évoqués. Ces 2 sessions étaient complétées avec 1 semaine d'intervalle, et bien sûr dans un ordre contrebalancé entre les participants. Lors des 2 sessions,
les participants commençaient avec une installation du matériel d'EEG ainsi qu'une familiarisation avec le simulateur. Puis ils remplissaient une première fois les questionnaires de mesure de l'humeur, puis ils subissaient la procédure d'induction correspondant à la session. Ils continuaient ensuite avec une deuxième mesure de l'humeur et terminaient par le scénario expérimental. En termes de mesure de l'humeur, encore une fois, nous avons pu voir des scores de la valence scolaire et des scores d'arousol plus élevés lors de la session scolaire au moment 2 par rapport à la session contrôle. Et en termes de potentiel évoqué, nous avons pu voir que la colère avait entraîné une réduction de l'amplitude de la N1 visuelle. Nous n'avons pas observé d'effet concernant la P3. En ce qui concerne le comportement de conduite, nous avons vu que la colère pouvait entraîner une augmentation des variations latérales, c'est-à-dire que les individus suivaient une trajectoire moins linéaire, donc ils faisaient plus d'écart de position. Et enfin, j'ai pu voir un impact de la colère sur la nature des pensées distractives. Donc tout d'abord, j'ai pu voir que lors de la session colère, les individus avaient tendance plutôt à avoir des pensées orientées vers le passé, mais j'ai pu voir aussi que ceux qui avaient des pensées orientées vers le présent ou vers le futur avaient une plus grande réduction de la N1 visuelle que ceux qui avaient des pensées orientées vers le passé. Donc ces résultats n'ont pas été présentés dans l'article scientifique, puisqu'ils reposent sur des échantillons qui étaient un peu trop petits, mais ça ouvre des perspectives de recherche pour la suite. Nos hypothèses de départ n'ont pas été validées par les résultats, mais nous avons observé donc une réduction de l'amplitude de la N1 visuelle lors de la session colère, ce qui est généralement associé à un phénomène de vagabondage de la pensée. C'est-à-dire que les individus étaient davantage focalisés sur leur pensée interne que sur la situation de conduite. En ce qui concerne le comportement de conduite, donc j'ai vu que la colère avait entraîné une augmentation des variations latérales, et c'est le genre de résultat qui peut être observé lorsqu'une trop grande quantité de ressources attentionnelles est investie dans le traitement d'une tâche qui est habituellement faite de manière automatique. Donc j'ai attribué cette augmentation de ressources attentionnelles à une augmentation du niveau d'arousol. Donc pour cette étude, c'est la première fois qu'un impact de la colère a été montré sur l'attention, donc à l'aide des potentiels évoqués. Et bien sûr, il serait intéressant de continuer les études sur ce sujet. Mais grâce à la combinaison entre des mesures physiologiques et des mesures comportementales, j'ai pu voir que l'impact de la colère était plus complexe que ce qu'il n'y paraissait au départ, notamment parce que les réactions physiologiques laissent supposer un vagabondage de la pensée, alors que la réaction comportementale laisse plutôt envisager des effets liés au fort arousol. Donc bien sûr, là encore une fois, ça ouvre de nouvelles pistes de recherche pour la suite. Donc les résultats de cette étude ont été présentés dans un article pour Neuroscience Letter, et cet article a été accepté ce matin. Donc nous n'avons pas retrouvé lors de cette étude l'impact de la colère sur le traitement de stimuli tels qu'une alerte ou des stimuli précédés par une alerte. Donc j'ai supposé que lors d'une situation de conduite réelle, l'impact de la colère sur l'attention pouvait venir de d'autres types d'effets, tels que par exemple une focalisation attentionnelle sur une source de colère. Mais donc bien sûr, pour observer ce type de focalisation attentionnelle, il faut que la personne puisse identifier dans la scène de conduite une source de colère présente. Donc voilà pourquoi, lors de ma troisième étude, j'ai décidé d'induire la colère par le scénario de conduite lui-même. De plus, lors de cette deuxième étude, j'ai pu voir un impact de la colère sur la performance de conduite lors d'une tâche de suivi très simple. Donc j'ai voulu, pour la troisième étude, utiliser une tâche de suivi de véhicule moins contrainte qui permette une mesure plus fine de la performance de suivi de véhicule. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette troisième étude, qui avait pour but de mieux comprendre en quoi la colère pouvait provoquer une focalisation attentionnelle sur la source de colère, et aussi en quoi la colère pouvait impacter la performance de suivi de véhicule. Pour cela, j'ai utilisé la tâche de suivi de véhicule développée par Brookhuis et collaborateurs. Donc, lors de cette tâche, il est demandé aux participants de suivre un véhicule expérimental et de reproduire le mieux possible ses changements d'allure. Donc, la courbe de vitesse de ce véhicule expérimental est définie au préalable par l'expérimentateur.
Et lors de l'expérimentation, nous recueillons la courbe de vitesse du participant. À partir de la comparaison entre ces deux courbes, Brookhuis a créé 3 indicateurs de performance de suivi de véhicule, donc qui sont la cohérence, qui correspond à la corrélation entre les deux courbes. Il y a ensuite le modulus, qui va comparer uniquement les accélérations et les freinages pour nous donner une indication à propos de la surestimation ou la sous-estimation des changements de vitesse de la part du participant. Et enfin, le 3e indicateur était le délai, qui correspond à la latence entre le changement de vitesse d'un véhicule expérimental et la réaction du participant. Donc, il n'y avait aucune étude qui a montré l'impact de la colère sur la performance de suivi de véhicule en utilisant cette tâche, mais nous avons pu voir que dans la littérature, donc, lorsque les individus complètent une tâche distractive telle que manipuler un autoradio, cela pouvait augmenter leur délai et leur temps intervéhiculaire lorsqu'ils complètent cette tâche, et parfois ça pouvait aussi réduire la cohérence. En ce qui concerne la focalisation attentionnelle, donc, j'ai pu voir dans la littérature que des stimuli à fort arousol ont tendance à provoquer une focalisation attentionnelle, donc ce qui pourrait être le cas d'une source de colère. Et c'est peut-être cet effet qui est à la base d'une réaction plus tardive pour réagir à des situations inattendues, telles qu'un piéton qui traverse la route au dernier moment. Donc voilà pourquoi, pour étudier l'impact de la colère en termes de focalisation attentionnelle, j'ai décidé d'utiliser une tâche de détection de piétons. Donc voici le scénario qui a été utilisé pour induire la colère. Donc les participants avaient tous la même consigne, qui était de terminer le parcours le plus rapidement possible, tout en respectant le code de la route. Les participants du groupe colère avaient ce véhicule, donc je vais appeler le véhicule d'induction, qui avait toutes les caractéristiques pour devenir la source de colère, puisqu'il roulait à environ 15 km/h en dessous de la limite de vitesse autorisée. Donc on peut voir d'ailleurs sur cet extrait que, malgré la consigne de respecter le code de la route, les participants vont essayer de le doubler en utilisant la voie de bus. Les participants du groupe contrôle donc, conduisaient sur exactement le même scénario, avec exactement le même véhicule d'induction, mais celui-ci n'était pas considéré comme gênant, puisqu'il roulait à la vitesse autorisée. Donc il n'était pas censé devenir une source de colère. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons utilisé une induction de colère par la tâche de conduite qui avait été créée par Stephens et collaborateurs, donc ce qui a nécessité l'utilisation d'un simulateur de taille réelle pour reproduire exactement les mêmes conditions. Mais donc Stephens et collaborateurs ont aussi montré que cette tâche n'était pas efficace pour induire la colère chez tout le monde. Donc notamment, ils ont émis l'hypothèse que pour maximiser l'efficacité de l'induction émotionnelle, il serait intéressant pour les futures études de recruter les participants selon leur propension à ressentir de la colère en conduite, ce qui peut être mesuré à l'aide de la Driving Anger Scale. Donc voilà, pour la première fois, nous avons essayé de respecter leurs recommandations. Donc les participants ont tous été recrutés à partir d'un questionnaire en ligne qui recueillait leurs traits de colère en conduite. Puis les 50 participants avec le trait de colère les plus élevés ont été placés dans le groupe colère, et les 25 participants avec les traits de colère les plus faibles ont été placés dans le groupe contrôle. Nous avons ensuite perdu 14 participants à cause de problèmes du simulateur ou de problèmes de mal du simulateur. Et au final, il nous restait 35 participants, donc 18 qui ont été correctement induits dans le groupe colère, et 17 qui étaient correctement induits dans le groupe contrôle. Les participants des deux groupes commençaient par un entraînement de 20 minutes, où ils s'entraînaient une première fois à la tâche de détection, puis à la tâche de suivi de véhicule. Ils complétaient ensuite un premier scénario expérimental où ils effectuaient les deux tâches en même temps. Ils remplissaient ensuite une première mesure de l'humeur au moment 1, puis ils conduisaient sur le scénario d'induction correspondant à leur groupe. Ils remplissaient ensuite une deuxième fois les questionnaires de mesure de l'humeur, et terminé par un deuxième scénario expérimental similaire au premier. Donc, ce qui était particulièrement intéressant avec cette structure, c'était de pouvoir regarder l'évolution des performances de conduite entre le premier et le deuxième scénario expérimental, donc avant et après l'induction. Comme je vous l'ai dit, pour voir l'impact de la colère en termes de focalisation attentionnelle, j'ai dû créer 3 conditions de détection de piétons.
Donc parfois, les piétons étaient placés en face du véhicule d'induction, parfois les piétons étaient placés en face d'un véhicule neutre, et parfois ils étaient placés seuls. Mes hypothèses étaient que la colère allait entraîner des accélérations et des freinages plus brusques, ainsi qu'une réduction de la distance de suivi. Ce sont des résultats qui sont généralement observés dans la littérature. Et je pensais aussi que la colère allait entraîner une distance de détection de piétons plus courte, ainsi qu'une focalisation sur la source de colère, ce qui se serait traduit par une distance de détection encore plus courte lorsque la source de colère est présente dans l'environnement. Pour cette étude, comme je vous l'ai dit, nous avons utilisé l'induction d'humeur par le scénario de conduite. Les participants ont ensuite évalué leur humeur à l'aide du Brief Mood Introspection Scale. J'ai recueilli, en termes de performance de conduite, les 3 indicateurs créés par Brookhuis et collaborateurs, ainsi que la distance intervéhiculaire et les variations latérales. Et enfin, j'ai récolté la distance de détection de piétons. En termes de performance de conduite, j'ai calculé en fait un score d'évolution entre le premier et le deuxième scénario expérimental, c'est-à-dire avant et après l'induction. Donc je n'ai pas vu d'effet de la colère sur la cohérence, le modulus et la distance intervéhiculaire. Par contre, j'ai vu un effet significatif de la colère sur le délai. C'est-à-dire que les participants du groupe contrôle semblent avoir amélioré leur délai, c'est-à-dire ils ont réduit leur délai, donc ils ont amélioré leur réactivité entre le premier et le deuxième scénario expérimental, alors que les participants du groupe colère restaient à leur niveau initial. En ce qui concerne la détection de piétons, il n'y avait pas de différence entre nos deux groupes sur le premier scénario expérimental, mais lors du deuxième scénario expérimental, nous avons pu voir un impact de la colère sur la distance de détection, c'est-à-dire que les participants du groupe colère détectaient les piétons seuls depuis une plus grande distance que les participants du groupe contrôle. Donc, nos hypothèses de départ n'ont pas été appuyées par nos résultats. Cela pourrait être dû notamment au fait qu'il n'y a peut-être pas eu de vraie focalisation attentionnelle sur la source de colère. Et cela pourrait être dû au fait que le véhicule d'induction n'a peut-être pas été reconnu donc entre le premier et le deuxième scénario, entre le scénario d'induction et le scénario expérimental, ce qui pourrait être dû simplement au fait que les deux scénarios étaient séparés pour compléter une mesure de l'humeur. Par contre, j'ai pu voir un impact de l'humeur sur la performance de suivi de véhicule, puisque les participants du groupe contrôle semblent avoir amélioré leur réactivité entre le premier et le deuxième scénario expérimental, ce qui pourrait être directement dû à un effet d'apprentissage, mais les participants du groupe colère ne semblent pas bénéficier de cette amélioration. En ce qui concerne la détection de piétons, j'ai pu voir que les participants du groupe colère pouvaient détecter les piétons seuls depuis une plus grande distance de détection que les participants du groupe contrôle. Donc, il est possible de se demander s'il y a eu une priorisation de la tâche de détection de piétons de la part des individus en colère, mais bien sûr, pour aller plus loin, il faudra faire d'autres études sur le sujet. Donc, ces résultats ont été présentés dans un article de conférence pour le Young Researcher Seminar de ECTRI. Donc voilà pour mes 3 études. Pour résumer les principaux résultats, j'ai pu voir que la colère, de par le fort arousal qu'elle génère, pouvait améliorer l'efficacité du réseau d'alerte dans une tâche fondamentale, telle que la NTI. J'ai pu voir aussi que cela pouvait détériorer le contrôle de la trajectoire dans une tâche de suivi simple. Puis j'ai pu voir que, de par le vagabondage de la pensée, la colère pouvait réduire l'amplitude de la haine visuelle dans une tâche de suivi simple. Et enfin, j'ai vu que la colère pouvait détériorer la réactivité, donc le délai, et améliorer la distance de détection de certains piétons. Donc avant cette thèse, il y avait très peu d'études visant à comprendre l'impact de la colère sur l'attention en conduite. Donc pour la première fois, une thèse entière a été consacrée à ce sujet. Nous avons notamment pu utiliser des nouvelles méthodes qui n'avaient jamais été utilisées auparavant, comme la NTI ou les potentiels évoqués, etc. Donc ça n'avait jamais été utilisé pour montrer un impact de la colère sur l'attention en conduite. Et donc, notamment grâce à la combinaison de mesures physiologiques et de mesures comportementales, nous avons pu voir que l'effet de la colère est plus complexe qu'il n'y paraît,
puisque d'un côté, elle peut améliorer certaines fonctions de l'attention, tout en générant des pensées distractives, ce qui pourrait avoir un effet négatif dans la conduite. Donc bien sûr, il est nécessaire de compléter les études sur le sujet. Notamment, ce qui pourrait être intéressant, ce serait aussi d'étudier l'impact d'autres émotions sur l'attention en conduite. Les résultats de cette thèse pourraient également servir à enrichir des modèles de la conduite, tels que le modèle Cosmodrive qui est développé ici au LESCO. Donc ce modèle vise à comprendre les processus sur lesquels repose une émergence d'une représentation de la situation de conduite. Et donc, ça pourrait être intéressant de fournir des informations concernant l'impact de la colère sur l'émergence de la représentation de conduite. Les résultats de cette thèse pourraient également être utilisés pour améliorer la conception d'aide à la conduite, notamment en donnant aux individus en colère l'aide dont ils ont besoin, mais aussi l'aide qui correspond à leurs capacités. Et enfin, plus généralement, l'étude des émotions lors de l'utilisation d'un véhicule ou des différents systèmes pourrait permettre de favoriser l'interaction, la coopération entre l'homme et la machine, afin de tirer un plus grand bénéfice pour la sécurité routière. Je vous remercie pour votre attention.